Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvwa. Nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. En République démocratique du Congo, on ne cesse de décrier des cas de détournement de fonds publics. Que serait la cause? Pourquoi les présumés détourneurs échappent-ils à la prison ou à la justice? Sur ce plateau de l'émission À l'écoute, mesdames et messieurs, je reçois Monsieur Diomayele, qui est communicateur de l'Union sacrée de la nation, mais aussi cadre du parti politique Congo Mon Héritage. Avec lui, nous allons échanger sur cette grande thématique qui ne cesse de faire couler encre et salive sur les cas de détournement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission À l'écoute. Bonjour Monsieur Diomayele. Bonjour Madame Jaël. Bienvenue également aussi Merci, à vous. je suis encore honoré et flatté à chaque fois que je me trouve dans votre plateau, et pour moi c'est une marque d'estime et de considération. Parce que vous saviez, lorsque une marque, excusez-moi pour le lapsus, vous savez que lorsque une personne vous invite dans un plateau aussi relevé comme celui d'Actu 30, c'est une marque, comme j'ai dit tantôt, de considération à mon égard. Donc merci pour votre invitation. Je salue toutes les personnes qui me suivent, qui nous suivent à la maison, particulièrement l'autorité morale du parti Congo Mon Héritage, M. Yvon Mondadi, qui me suit de quelque part, et puis aussi je ne cesserai de louer et puis d'applaudir les efforts entrepris par l'inspection générale des finances dont gère M. Gilles Lingeti. Je pense que vous allez me faire même baigner dans une thématique qui a trait avec le travail de qualité que fait Gilles Lingeti, le travail de contrôle. Donc nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Je suis toujours fidèle à mes principes. Il n'y a pas de questions taboues. Nous répondons à toutes les questions en tout cas. Vraiment bienvenue à vous. Comme je le disais, vous êtes plus à présenter dans cette émission. Vous êtes un habitué de ces plateaux, mais aussi d'Actu 30. Monsieur Diomayele, des cas de corruption en République démocratique du Congo, dont on parlait de la kleptocratie, en d'autres termes, un pouvoir basé sur la corruption au pays? Waouh, c'est une question très importante et une question en tout cas qui baigne au sein de l'actualité. Je pense que si nous partons dans la kleptocratie pour caractériser tout ce qui s'est fait, c'est comme si on donne des chapeaux au président de la République, parce que dans la kleptocratie, on sent une certaine volonté de celui ou de ceux qui gèrent pour installer un régime de vol, un régime de dilapidation des deniers publics. Mais je pense que la tête du pays, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. En lui, il n'y a pas cette volonté de dilapider les deniers publics. En lui, il n'y a pas la volonté de détourner. Mais je pense qu'aujourd'hui, la RDC souffre d'une maladie qui a commencé depuis la nuit des temps. Je pense que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le corollaire d'une maladie. Et puis, tout ce que nous voyons aujourd'hui aussi, les détournements à l'œil nu, des prétendus plutôt détournements qui sont démasqués. Je pense que dans la deuxième alternative, c'est aussi le travail de qualité réalisé par l'inspection générale des finances. C'est aussi la volonté de traquer les voleurs et les cannibales que les chefs de l'État a, qui se manifeste par l'effet de l'IGF que nous voyons. Parce que, vous savez, dans les régimes cannibalistes, les régimes antérieurs, les régimes de l'oligarchie où une poignée de personnes géraient la République au détriment de certaines personnes, tout s'est passé dans un système bloqué. Même les détournements, même la dilapidation des deniers publics s'est passé au sein d'une minorité de personnes. C'est pourquoi il n'y avait pas de prétendus soupçons.
Mais aujourd'hui, du fait que la gestion de la res publica est ouverte, vous allez comprendre que les choses de l'État, la gestion de l'État est devenue maintenant exposée au public. Il n'y a plus de choses cachées. C'est pourquoi ce qui se faisait hier dans la cachette, donc les cachettes au pluriel, c'est fait aujourd'hui à l'œil nu parce que c'est une politique mise en place par le président Tshisekedi, c'est lui d'ouvrir la gestion de la chose publique. Je pense aussi que c'est une maladie, comme je dis, nous allons les traiter au cours de l'émission, c'est une maladie qui a commencé depuis la nuit des temps, qu'il faut prendre des remèdes immédiats et des remèdes à long terme pour pallier à cette crise-là de détournement en tout cas. Donc pour vous, on ne peut pas parler des kleptocraties actuellement malgré tous ces cas de corruption? Ben, moi, je pense que si on parle de la kleptocratie actuellement, c'est incriminer le chef de l'État parce que le chef de l'État, c'est l'entête du pouvoir, c'est la première institution. Alors, déjà, lui n'a pas cette volonté d'installer ces régimes de vol et de détournement. Et je pense aussi, si on reste dans la dimension légaliste, on est dans un régime démocratique semi-présidentiel. Et je pense que parler de la kleptocratie, je pense que c'est un qualificatif peut-être pour donner à certaines personnes qui manifestent la volonté de piller illégalement les deniers publics, mais qualifier le pouvoir de Tshisekedi d'un pouvoir de kleptocrate. Donc je pense que c'est allé trop fort. Peut-être quelques personnes, pour les identifier, qui sont des kleptocrates, oui, parce que la kleptocratie, c'est un régime de vol, un régime où le vol est autorisé, mais malheureusement, chez nous, tous les instruments légaux n'autorisent pas le vol. Le vol est une infraction. Donc, peut-être ce sont des qualificatifs spécifiques qu'on peut donner aux personnes spécifiques. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, comme l'inspection générale des finances, l'IGF, appelle toutes ces personnes qui dilapident l'argent de l'État, qui bouffent l'argent de l'État sans pourtant faire du travail. On les appelle des prédateurs financiers, on les appelle des cannibales financiers, on les appelle des inciviques. Voilà un peu des qualificatifs qui font à ce qu'on puisse répertorier ces personnes et leurs actions néfastes au profit qui vont à l'encontre du développement de la République. Donc, je pense que c'est dans cette logique-là. Mais vous avez aussi dit que les cas de corruption, ces cas n'ont pas commencé actuellement, oui. Aujourd'hui plutôt, ça date de la nuit du temps. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, ça date des quand, pourquoi c'est arrivé aussi actuellement où on sent que la corruption, les gens, les détourneurs, ils sont là? Bon, je pense que la corruption, c'est comme une graine. Partons un peu dans l'approche de l'agriculture, de certaines personnes qui font ce travail, j'ai lourd le travail qu'ils font. Lorsqu'on doit planter l'orange, on prend les fruits, les graines à pépins. On pose sous la terre, on commence à entretenir et ça pousse et puis ça va s'enraciner. C'est de même avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, le détournement, les vols et tout ça. Ça a commencé quelque part. Je pense que le Congo est indépendant depuis 1960. Alors, il y a eu des pratiques qui ont commencé après l'indépendance. Les pratiques n'étaient pas encore comme aujourd'hui. Mais les séquelles du les séquelles de la corruption avec certaines... Parce que la corruption n'est pas seulement pécuniaire. La corruption est aussi morale. On se souviendra d'un certain Moïse Tchombe qui fut sécessionniste. Pourquoi? Parce que il a eu des ramifications avec les Américains. Il voulait. On se rappelle d'un Moulele, d'un Kalonji. Donc ici nous parlons de la corruption dans un grand C. Et ces pratiques-là ont navigué au cours du temps, même sous le maréchal Mobutu. J'ai bien aimé la gestion du maréchal Mobutu, mais la dictature a enraciné aussi, a permis à ce que la corruption s'assoie avec un régime des intouchables. Pour qu'on te fasse un travail, il faut soudoyer. Et la corruption étant une graine qu'on avait plantée, ça a commencé à pousser, ça a commencé à s'enraciner et nous sommes passés sous la Kabylie, les régimes cannibalistes que moi j'ai toujours eu à qualifier.
où il y a eu c'était la période plutôt la période de la maturation de cette corruption. Et aujourd'hui, nous voyons tous ces méfaits. Donc, ça a commencé quelque part. La corruption est devenue comme un mode de vie, comme une culture, même à l'école. Et il y a une certaine corruption parce qu'il y a plusieurs moyens. Vous allez comprendre que on va demander à un enfant de faire le travail manuel, d'apporter les savons, d'apporter les papiers hygiéniques, mais lui doit apporter l'argent. On ne demande pas l'argent, on vous demande de couper les herbes, vous donnez l'argent. On demande de faire la gymnastique, de faire des boules et des chutes, vous donnez l'argent. Donc, la pratique, ces pratiques néfastes ont envahi la société. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont des autorités. Ils gèrent de gauche, de droite, ils sont dans l'administration, ils sont dans l'armée, ils sont partout. Donc, si aussi on doit remédier cela, il faut commencer à employer une méthode à long, à moyen et à court terme. Et s'il faut employer ces méthodes à long, à moyen et à court terme, doit-on commencer au niveau de l'école primaire, commencer à parler des enfants contre la corruption, oui, les apprendre des notions des professeurs comme vous venez de donner, par exemple dire qu'il y a un enfant qui doit faire un travail manuel qui n'amène pas de l'argent à la place oui, du travail demandé. Oui, exactement. Je pense qu'il faut fignoler une politique nationale. Vous saviez, j'ai toujours été parmi ces personnes aujourd'hui qui militent pour la restructuration de la matière qu'on donne dans le cursus scolaire d'un enfant, surtout ici en République démocratique du Congo. Pourquoi devrions-nous rester avec des matières vétustes qui ne nous apportent rien dans la société? Il faut adapter les matières aux besoins de la société. Par exemple, aujourd'hui, le cours de civisme. C'est quoi les contenus du cours de civisme? C'est quoi les contenus? Par exemple, le cours de civisme, on doit nous apprendre les savoir-vivre dans la société, le mœurs bantou, les us bantou. Dans le mœurs et les us bantou, la corruption n'y est pas. Vous comprenez, par exemple, ces domaines, cet aspect de la pédophilie, le lesbianisme, tout ça. Dans les us coutumes bantou, ça n'existe pas. Il faudrait les enseigner. Donc, dans un premier round, c'est une politique nationale fignolée. Cette politique nationale qui doit être répercutée par toutes les instances et partout, dans les entreprises publiques, dans l'administration publique, comme dans les écoles. Ça doit être une politique nationale. L'enfant qui accède à l'école maternelle doit avoir cette politique-là pour savoir on ne joue pas, plutôt on ne se doit pas de l'argent pour un travail quelconque. On doit travailler pour mériter son salaire. On doit travailler pour être une personne valeureuse demain dans la société. Ma grand-mère me disait toujours une chose, père son âme, Madame Louise. Elle me disait ceci: Joe, prends tes études au sérieux. Il n'y a que tes études qui peuvent te nourrir. Aujourd'hui, si je suis en vie, si je me nourris, c'est parce que j'ai pris les études au sérieux. Mais les grands détourneurs, ce sont ceux qui ont fait ces grandes études. Hein? Non, les grandes études, cela signifie quoi? Les grandes études signifient que étudier et mettre en pratique ce qu'on vous a montré à l'école. À l'école, on ne nous apprend pas. Dans les universités, on ne nous apprend pas à détourner. Ce sont les pratiques perverses de la société que nous ramassons. Parce que les détournements, ça arrive que quand tu es quelque part, tu es dans une entreprise, tu peux avoir une intoxication d'un monsieur, d'une madame. Tu peux aussi avoir cet esprit d'envie ou des complexes. Moi, je dois acheter ça, je dois arriver. La cupidité aussi. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut travailler. Et on travaille ça où? Il faut les fignoler dans une politique, comme je dis, une politique nationale. Vous voyez? J'aime bien les sociétés asiatiques parce que les sociétés asiatiques, ils ont compris qu'il faut orienter les sociétés selon nous, selon nos us et coutumes, selon nos vécus. C'est pourquoi ça donne même une certaine marque de fabrique à une société. Lorsque vous orientez votre société, quand je parle de orienter, ça signifie que la société doit avoir une ligne de conduite. Cette ligne de conduite n'est pas le fruit du Big Bang, c'est le fruit d'une politique ou des politiques. Par exemple, nous avons le ministère de la Nouvelle Citoyenneté. Que fait le ministère de la Nouvelle Citoyenneté? Nous avons aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale. Que fait le ministre Donc il devrait orienter les actions dans ce sens-là, comme la corruption, elle commence à entraîner un peu la société. Oui, et puis faire de toutes les personnes détourneurs des témoignages néfastes.
les étudier, par exemple, comme au Japon, on étudie toutes ces personnes qui ont détourné la République. Tu as détourné l'argent plutôt de la République, tu es ennemi de la République, tu es mis à part dans la société. Donc je pense que ça, c'est le premier round. Et le deuxième round, c'est les rounds où il faut... Là, au niveau de la nouvelle citoyenneté de l'éducation. Oui, la nouvelle citoyenneté de l'éducation. Je parle d'une politique qui doit être fignolée avec plusieurs ministères et plusieurs instances. Mais dans le deuxième round maintenant, c'est les résolutions immédiates. Les résolutions immédiates, parce que là, j'ai parlé de la politique, des politiques publiques. Ça, ce sont des résolutions à long terme pour arrêter l'hémorragie. Mais les résolutions immédiates, c'est il faut ici asseoir un contrôle détail. Quand je parle du contrôle détail, je suis en train de voir l'inspection générale des finances aujourd'hui qui abat un travail excellentissime. Mais malheureusement, l'inspection générale des finances est limitée par ses attributions. Parce que n'oubliez pas, Montesquieu parle de la séparation du pouvoir. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Chaque pouvoir doit avoir ses attributions, des limites. Alors, l'IGF est limité par ses attributions. Parce que c'est comme un chien qui aboie sans mordre. Hein? Oui, il déniche les détournements. Il déniche les imperfections. Il dénonce. Mais à un moment, l'IGF s'arrête. C'est comme s'il a des mains coupées au regard de ses attributions. Mais en la suite, lorsque l'IGF s'arrête, je pense que serait la suite? J'arrive. Je pense que il faut élargir l'assiette des attributions de l'IGF. Élargir ses assiettes, son assiette plutôt, pour lui permettre de faire un travail continuel. Il peut faire un rapport, il peut aussi interpeller les personnes qui sont des présumés. Offrir à l'inspection générale des finances même des inspecteurs judiciaires qui sont appropriés à l'IGF pour permettre à ce que quand c'est M. Joe Mayele, parce que je refuse de citer les noms d'une personne, ça sera tué là-dedans, quand c'est M. Joe Mayele, qu'on interpelle M. Joe Mayele à l'IGF, s'il y a des indices qui démontreraient les détournements, que je sois pris en vue, que je sois mis en garde par l'inspection générale des finances. Pourquoi? Ça va permettre à certaines personnes d'avoir peur. Ici aussi, outre, je ne trépasse l'IGF, il faut aussi que le Parlement, parce que le contrôle de la chose publique est à 3 dimensions. Il y a le contrôle administratif aujourd'hui qui est fait par l'inspection générale des finances, mais outre les contrôles administratifs, il y a les contrôles politiques et juridictionnels. Le contrôle politique est fait par le Parlement, confère l'article 100 de la Constitution, et le contrôle juridictionnel est fait par la Cour des comptes. Donc, il faudrait que les deux instances, Parlement et Cour des comptes, accompagnent aussi par un contrôle linéaire. Mais on voit quand même la Cour des comptes maintenant s'activer. Oui, ça va, ça arrive. La Cour des comptes arrive. Je dis, il faudrait que... Parce que l'IGF aujourd'hui, c'est cette grande fille qui mène la danse dans le contrôle. Alors, il faudrait maintenant que ceux-là qui sont derrière, les parlementaires et la Cour des comptes, comme dans la dimension juridictionnelle, le Parlement dans la dimension politique, accompagnent l'IGF pour que le contrôle soit un contrôle linéaire, un contrôle bien de taille, de qualité. Mais donc pour l'instant là, l'IGF n'est pas accompagné ni par ces 3 institutions. Non, l'IGF est accompagné, mais pas assez. Parce que... Mais est-ce que ça ne devrait pas se faire automatiquement une fois que l'IGF dénonce des cas de corruption directement, les institutions habilitées, la Cour des comptes, les parlements, ils prennent le dossier en main. Bon. Qu'est-ce qu'alors, pourquoi ça se fait que l'IGF dénonce? Ça va dans la même dimension. Le Parlement dénonce aussi, il fait le contrôle des entreprises publiques, il regarde le gouvernement, ça va de pair. Quand ils voient que ça ne va pas, ils doivent remettre le dossier à la justice. Là où ça capote, c'est la justice. Alors, il faudrait que les personnes qui sont des prétendus détourneurs, parce qu'on est seulement, je m'excuse, on est seulement détourneurs lorsqu'il y a un jugement effectif. On juge de la présomption d'innocence comme de la présomption de culpabilité. Il faudrait que lorsque l'inspection générale des finances dénonce une anomalie, un détournement,
il faudrait automatiquement traiter rigoureusement les personnes prétendues citées dans ces dossiers. Mais la justice est faillible. Comme l'a dit le président de la République, notre justice est malade. Avec les mots, la corruption aussi, qui est parmi les mots qui gangrènent notre justice. Alors vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes qui, au regard de leur gibecière financière, soudoient aussi la justice. Ça, c'est un problème. Donc, le président de la République aussi travaille dans la même dynamique de relever. C'est pourquoi j'ai aimé la fougue du nouveau ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, qui vient avec une certaine fougue. J'aimerais que cette fougue continue. Vous savez, madame, aujourd'hui, il faudrait une restructuration de l'appareil institutionnel de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'avais aimé les recrutements de nouveaux magistrats. Il faudrait inclure la dose propre. Parce qu'il y a certains qui sont là, qui ont créé des systèmes maléfiques pour soudoyer de l'argent, des systèmes maléfiques pour attirer de l'argent. Et je pense que si on injecte cette nouvelle dose, si on met des sanctions rigoureuses, on doit faire du détournement, de la corruption, je pense que des faits impardonnables en République démocratique du Congo. Vous voyez, comme en Israël, on mettait les lépreux des côtés. On doit mettre aussi les détourneurs et toutes les personnes qui utilisent la corruption des côtés. Mais là, tout ça doit, maintenant, là, c'est un rôle très important que doit jouer la justice. Mais, Monsieur Joe Mayele, vous avez parlé ici de l'IGF, de ses actions, comment elle mène des actions pour dénoncer les cas de corruption, mais aussi l'IGF, c'est un service attaché à la présidence de la République. Mais il y a eu aussi le chef de l'État, il y a aussi l'agence de la lutte contre la corruption. Oui. Qui est aussi dans cette démarche. Mais malgré cela, c'est aussi un service attaché à la présidence. Malgré cela, on ne cesse de décrier des cas de corruption au niveau comme de l'APLC. Est-ce qu'elle fonctionne normalement ou bien ils ont juste une mauvaise stratégie de mener les actions contre la corruption? Bon, merci madame. Je pense qu'il y a aussi les Sénarep où c'est un truc pour le blanchiment d'argent avec le monsieur Kissoula. Je pense qu'aujourd'hui, tout dépend de la manière dont vous travaillez. Oui, plusieurs services, mais malgré cela, on ne cesse de dénoncer des détournements des millions de francs congolais. Il y a des services, alors il faudrait seulement se poser la question, est-ce que ces services ont quelles compétences sur le contrôle? Parce que l'inspection générale des finances a les compétences générales sur ce qui est les finances de l'État. Ça signifie, sur ce qui est les finances de l'État, l'inspection générale, dans toutes les dimensions, dans toutes les institutions, il contrôle. Il peut contrôler même dans les municipalités qu'aujourd'hui nous appelons les communes. Alors, la bon, je n'ai pas assez d'éléments sur les attributions. Mais il y a certaines structures qui contrôlent les finances de l'État, peut-être qui sont orientées à des structures particulières, spécifiques. Mais l'IGF, la Cour des comptes, ils ont le contrôle général sur ce qui est les finances, sur ce qui est des finances de l'État. Alors, je parle de ce que je suis en train de maîtriser. Il y a certaines institutions qui sont très spécifiques. Je pense ces institutions, peut-être, ils sont aussi à court de méthodologie. Parce que les méthodologies pour traquer ces cannibales financiers doivent être des méthodologies spécifiques et bien fignolées. Parce que ces gens, ils ont tout un système assis pour piller l'État. Ils créent même des entreprises fictives pour piller l'État. Ils créent des investisseurs fictifs pour piller l'État. Alors, il faut que ces institutions aujourd'hui spécifiques qui s'occupent du blanchiment d'argent, qui s'occupent de la corruption des agences, tout ça, travaillent dans la logique de fignoler des méthodologies importantes, des méthodologies efficaces. Par exemple, vous allez toujours admettre que je cite l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances met en œuvre le contrôle dans 3 dimensions. Les contrôles avant, pendant et après. Ça permet à ce que, avant que l'argent de l'État sorte, quand il y a un contrat qui est signé officiellement, légalement,
avant que l'argent sorte, il faut qu'il y ait un montage financier. Il faut que l'inspecteur général des finances, M. Linguetti, travaille avec ces gens, une séance de travail avec je ne sais quelle entreprise pour qu'ils fassent les montages financiers. Ils vont vous dire, voilà, nous faisons un travail de 100 000 $. Les 100 000 $ vont être répartis comme ça, comme ça, comme ça. Et après, pendant le travail, ils sont là pour savoir est-ce que les 100 000 $ bénéficient réellement ou va réellement, est orienté réellement au travail. Après, ils vont venir encore faire le constat pour voir est-ce que les 100 000 $ qui étaient sortis a fait réellement le travail. Voilà une méthodologie efficace que nous demandions aussi à ces institutions, ces instances de contrôle ou à ces instances qui travaillent sur la corruption, le détournement, puissent mettre en œuvre. Donc, je pense que si on concilie toutes ces stratégies, les stratégies à long et à moyen terme, c'est lorsqu'on peut vaincre la corruption. Donc, on ne peut pas seulement rester dans une branche éducationnelle, parce que si on reste dans la branche éducationnelle, ça signifie nous sommes en train de préparer la ressource humaine qui doit venir prendre la relève. Mais nous ne nous taisons pas, ou soit nous n'arrêtons pas les saignements des finances publiques. Donc, du moment où nous travaillons pour préparer ce qui doit venir prendre la relève, nous sanctionnons aussi, nous finissons aussi cette crise, afin que ceux qui vont venir trouvent un terrain à saigner. Pour finir, par exemple, l'IGF a été dans une série de conférences. J'ai vu M. Linguetti, qui était à l'université de Kinshasa, parler avec les étudiants des premières et deuxième graduats. Pourquoi? C'est parce que ces personnes-là sont des futurs cadres. Alors, ils doivent connaître la nécessité de la bonne gouvernance, de la bonne gestion, de la propriété financière. Parce que si les finances de l'État, les finances au pays, elles sont assainies, automatiquement, il y a impulsion du développement. Mais si les finances de l'État ne sont pas assainies, il n'y a pas de canalisation, il y a la dilapidation. Vous comprendrez que les finances de l'État sera désorientées. C'est pourquoi j'ai aimé cette approche aussi, cette approche éducationnelle. Il y a même eu des enfants d'école primaire qui sont allés jusqu'au siège de l'IGF. Ils ont eu à converser avec l'inspecteur général, M. Linguetti. M. Linguetti les a transmis les matières sur la bonne gouvernance. Voilà ce qu'on va faire. Alors, on ne doit pas rester seulement dans M. Linguetti. Ces éléments que M. Linguetti pose, ce sont des jalons. Il faut le prendre, les mettre sur table, les fignoler en politique éducationnelle et puis les faire consommer aux Congolais. La République démocratique du Congo, riche en sol et en sous-sol, sa population elle est pauvre. Selon la Banque mondiale, dans ses statistiques de 2023, environ 74,6% des Congolais vivent avec moins de 2,15 $ américains par jour. D'après vous, où va l'argent de la corruption? L'argent de la corruption va dans les poches des privés. Il y a une caporalisation. Ce sont certaines personnes, les corrompus et les corrupteurs prennent cet argent, soit ils vont investir maintenant dans l'immobilier. Parce qu'au Congo, la plupart, j'ai fait un constat, la plupart de ceux qui corrompent, les détourneurs, ils sont forts dans l'immobilier. Donc ça va dans l'immobilier. Dans les gens qui construisent, on dit maintenant, il faut aller là-bas. Par exemple, M. Joe Mayele, je ne gagne pas 10 000 $ par mois. Mais j'ai construit un immeuble qui doit me coûter 1 million. Je prends ça, madame. Je dois blanchir l'argent, je dois faire des affaires illégales. Il faut qu'on aille là-bas. Ces immeubles qui naissent partout ici. Comme des champignons actuellement. Bombé dans la cité, on voit de plus en partout. Plus. Vous prenez l'argent, vous travaillez où? Vous travaillez où? Dans l'argent de la corruption maintenant, quand on corrompt, c'est pour blanchir de l'argent dans l'immobilier. Oui, c'est pour l'immobilier. C'est comme ça. Les gens savent que... Moi, je pense que ça serait même... il faudrait arracher ces personnes. Toute personne qui est condamnée dans le détournement, on doit arracher. Ou soit, moi je pense même, on ne doit même pas commencer à condamner. On t'attrape dans le détournement, on te condamne. On ne te met pas en prison, on te ravit seulement tout. Et puis on te laisse main vide. On te laisse comme un citoyen lambda. Ok. Ouais, ben oui. On te laisse comme un citoyen lambda. Sans maison, sans rien. Tu redeviens locataire, ni véhicule. Comme ça, on voit
le mal que tu auras dans ton cœur, c'est le mal que nous, Congolais, nous avions lorsque notre argent s'est perdu. C'est pourquoi, chez nous, dans notre parti Congo Mon Héritage, nous sommes en train de cultiver la bonne conscience, la conscience communautaire congolaise, que les Congolais en général, quand je parle des Congolais ici, je vois les gouvernants et gouvernés prennent la conscience que nous avons que Congo comme héritage. Vous savez, madame, lorsque vous aviez la conscience de votre héritage, automatiquement, vous allez assainir cet héritage. Le Congo, c'est notre héritage. Alors, pour que nous soyons conscients et pour que nous travaillions au profit de l'essor de la République démocratique du Congo, il faudrait que nous soyons conscients. La conscience, c'est éviter les détournements. La conscience, c'est éviter de dilapider les deniers publics. Donc, nous, dans Congo, mon héritage, nous sommes dans ce toilettage psychique-là. De toiletter les psychiques des Congolais, de toiletter les psychiques des autorités pour leur dire que Madame Jaël passera. Après demain, il y aura encore une autre qui va venir s'asseoir. Mais qu'est-ce que Madame Jaël va léguer à celle qui va venir s'asseoir? Vous allez léguer une chaise ou celle qui va venir là, elle va être debout, elle va encore vouloir se taper une chaise. Donc nous sommes dans ça, Congo Mon Héritage. Donc je pense que cette affaire, c'est l'affaire de tout le monde, madame. L'affaire de tout le monde. Ici, je pense que Actu 30 est superbement suivi. J'interpelle les autorités. Il faut avoir un cœur. Un jour, vous allez passer. Et qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants? J'interpelle les ministres qui viennent d'être nommés. Il faut travailler au profit de la République. Il faut, par exemple, les ministres de l'Éducation nationale, les ministres de la nouvelle citoyenneté. Il y a des coopérations interministérielles. Soyez en collaboration. Donnez-nous des politiques qui doivent aller au bénéfice de réguler ces problèmes de la corruption. Parce que nous en avons marre. Si vous demandez au ministre de la nouvelle citoyenneté, actuellement, pour ces mal de la corruption, qu'avez-vous prévu? Parce qu'on doit avoir un narratif, on doit avoir un langage. La ministre de la Jeunesse, elle est en passe de FIDEC. Qu'est-ce que vous prévoyez pour conscientiser les jeunes contre la mauvaise pratique de la corruption? Parce que la corruption n'est pas seulement dans le bureau de l'État, mais la corruption aussi jusqu'à l'école. Il y a des enfants aujourd'hui, il va quitter l'école X pour aller à l'école Y. Ici, il n'a pas réussi, mais là-bas... Il achète des bulletins pour passer de classe. Ben oui, là, oui. Ce sont des éléments néfastes. Des éléments néfastes. Quand j'étudiais, à chaque fois lorsque je faisais 60%, paix à son âme, ma grand-mère, jamais les bulletins me dit, tu as réussi, mais ça, c'est pas toi. Et ça m'a poussé à faire encore plus. À l'émulation au niveau de l'école primaire, secondaire, même à l'université. Même à l'université, c'est encore pire. Il y a même des vocabulaires en tout cas gravissimes, si vous entendez. On parle des madabos, on parle des branchements, on parle des points sexuellement transmissibles. Donc, là encore, c'est une dépravation extrême. Donc, je pense que, madame, il faut, comme j'ai dit, j'ai donné des orientations. Je ne suis pas seulement une personne qui vient déceler les failles. Je suis aussi un pédagogue, un indicateur. Lorsqu'il décèle les failles, il propose aussi des orientations. Mais on dit que on attend que ce sont les politiques qui sont les plus grands détourneurs. Les cas récents, il y a eu ces dossiers des lampadaires avec le ministre sortant des Finances, Nicolas Kazadi. Il est pas, bon, je cite, il est présumé parce qu'il n'a pas été condamné ou bien, comment je peux dire, cité vraiment énormément par la justice, mais aussi au Sénat avec certains membres du bureau provisoire. Tout ça, lorsqu'on parle des cas de détournement en République démocratique du Congo, automatiquement on pense à des politiciens. Bah, en fait, c'est ça qui a terni. En plus, vous êtes de l'Union sacrée. Lorsque vous êtes de l'Union sacrée, ce ne sont pas des opposants, mais ce sont ceux qui sont Madame, nous sommes tous de l'Union sacrée, mais nous n'avons pas tous la même moralité. Nous n'avons pas tous le même cursus académique. Nous ne sommes pas issus tous de la même famille, de la même fibre éducationnelle. Ça vous fait quoi lorsque vous êtes dans l'Union sacrée? Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que l'Union sacrée, c'est cette plateforme qui doit des surfacturations. Oui, j'arrive. L'Union sacrée, c'est cette plateforme qui doit porter M. Tshisekedi à concrétiser sa vision. Mais eu égard à ce qui se passe, on ne sent pas que vous portez la vision du chef de l'État. Au contraire, son image. Il y a certaines personnes qui moi j'appelle ennemis de la République,
qui détournent en cascade, comme vous le dites, ternit l'image du chef de l'État. Ternit aussi l'image de la République. Parce que les détournements, certes, ça a fait en République démocratique du Congo, mais l'information du détournement survole le territoire congolais. Lorsque ça survole le territoire congolais, ça vend négativement l'image de la RDC. Automatiquement, ceux-là qui voudraient venir investir ici ne viendront pas parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans un terrain favorable. Voilà les méfaits de ces détourneurs. C'est pourquoi j'interpelle toujours ces personnes. Il faut aimer le Congo. Lorsqu'on a la fibre patriotique, on ne peut pas... Mais ces personnes, on les entend à la télé, nous aimons tous le pays souffre, mais on va attendre des millions par mois la cité. Tu peux dans le bâtiment de l'Inga, comme il y a des millions où ils ont moi je dis le corbeau les redans. Ils ont pas discours politicien. Non, parce que ces personnes-là, ils parlent bien du Congo, nous aimons tous, mais en fin de compte... Aimer le Congo, ils ont mon côté. Je pense que vous êtes une femme. Quand un homme dit, excusez-moi madame, qu'il vous aime, ça ne s'arrête pas dans le parler. Au moins, il doit acheter même un boucle d'oreille pour vous montrer qu'il vous aime. Il doit vous offrir même une bouteille de coca. Le coca transmet l'amour, démontre l'amour. L'amour ne se dit pas, mais elle se vit. Toutes ces personnes aujourd'hui qui viennent avec des argumentaires kilométriques autour de la République démocratique du Congo, c'est bien beau. C'est bien beau de manipuler la langue des mondiales. C'est bien beau de nous apporter des vocabulaires en grosso modo en cascade. Mais la réalité sur le terrain, c'est que quand vous apportez le vocabulaire, soyez derrière ces vocabulaires. Quand une personne dit « je suis intègre », mais cette personne-là est prétendue détourneur. Est-ce qu'il est derrière le vocabulaire intègre? Lampadaire pour le bien commun, pas surfacturation. Non, les lampadaires, ces dossiers, déjà je suis au Sénat, je suis très écœuré des dossiers lampadaires, je suis très écœuré. Et c'est même le dossier lampadaire, le dossier forage, c'est parmi les dossiers où on veut même salir le nom de M. Lingeti, tout ça, parce que M. Lingeti dénonce une surfacturation extrême. Je ne sais pas aujourd'hui si vous connaissez dans quel pays on vous fait des forages à plus de 200 000 $. Moi, je me suis posé la question, ces forages-là auront des ailes pour voler, et je me suis posé la question, ces forages-là auront des caméras pour une surveillance vidéo. Ce sont des politiciens au sein de votre famille politique. C'est pourquoi j'ai dit, ce sont des politiciens, ce sont des mauvaises herbes. Mais il n'y a pas que ça. On a connu des cas de corruption pendant la Covid. Il y a eu beaucoup de cas de jeu de la francophonie. Il y a eu vraiment, et c'est là, comme je dis, qu'elles sont en tâche. Est-ce que les gens peuvent maintenant croire au chef de l'État? Parce que lui-même, il a dit que pour son deuxième mandat, il va travailler pour que les erreurs du passé ne reviennent plus. Mais lorsque, à son tout début de mandat, toujours Kabaka la corruption, M. Joe Maele. Les gens doivent croire. Est-ce que les gens doivent continuer à croire au président de la République, Félix Tshisekedi? Comment il va finir? Particulièrement, M. Joe Maele porte sa confiance à M. Tshisekedi. Je pense que tout ce qui se passe actuellement, c'est les douleurs de l'enfantement. Lorsqu'on veut enfanter, on veut donner vie. Il y a toujours des douleurs qui viennent. Mais lorsqu'on donne vie, ces douleurs-là partent. Je pense que l'appareil juridictionnel en République démocratique du Congo est en train, parce que ce n'est pas seulement sous M. Constant Moutamba, mais c'est depuis l'atterrissage de M. Tshisekedi, est en train de subir sa réforme. Et je pense que lorsque la réforme sera au point, il y aura certaines choses que nous n'allons plus avoir. Les contrôles sur la chose publique mis en place par l'inspection générale des finances dérangent plusieurs détracteurs, dérange plusieurs malfrats. C'est pourquoi vous constatez toutes ces choses. Alors, je pense que moi, je suis toujours éclairé. Je ne justifie pas les détournements. Je ne peux pas justifier les détournements de M. X ou Y parce qu'il est de l'Union sacrée. Non. Ici, je suis en train de réfléchir un peu comme un patriote qui aime sa nation. Parce qu'il nous arrive de fois, étant que politique, de se taire au regard de certaines actions. Et quand on est humain, on ne doit pas se taire, parce qu'il faut se demander si je fais subir ça à d'autres espèces de ma race, et si on me le faisait à moi, comment devrais-je me sentir? Donc,
ces personnes-là doivent être traitées spécifiquement. Bon, on espère que le cas, M. Nicolas Et je pense aussi, sorti, il va revenir du pays. Je pense aussi, pour le cas du Sénat, le ministre de la Justice a instruit les inspecteurs judiciaires et il est en parfaite collaboration avec l'inspection générale des finances. On a habitué qu'il y ait toujours des injonctions à la fin de compte, il n'y a rien. On espère que cette fois-ci... Ils ont concilié une certaine comment dirais-je, une certaine collégialité entre les inspecteurs judiciaires, l'IGF pour descendre sur terrain. Bon, espérons, parce que les Congolais sont toujours frustrés. Il y a des cas de dénonciation, des problèmes et ça. Mais en fin de compte, on va détourner en haut, c'est ça la frustration. Mais moi aussi, je suis frustré. Je sais qu'on nous sommes déjà arrivés à la fin là. Moi aussi, je suis frustré, madame. Mais moi aussi, je suis frustré parce que je suis Congolais. La plupart des personnes ne savent pas. Nous qui parlons à la télé, nous défendons des couleurs politiques. Nous ne volons pas. Nous marchons sur terre. Alors, nous sommes aussi parfois écœurés lorsqu'il y a des actions qui ne plaisent pas aux Congolais. Monsieur Joe Mayele, je sais que nous sommes déjà à la fin de notre émission, mais avec ces cas de corruption, avec sous les régimes Tshisekedi, on dit que c'est plus pire que les 18 ans de Joseph Kabila. Non, c'est les régimes cannibalistes. J'ai toujours dit les régimes cannibalistes qui dévoraient l'argent des Congolais. C'est là où c'est pire. C'est juste que les régimes des 18 ans, c'était un régime oligarchique, un régime sous-caché, un circuit fermé, un circuit familial, où tout s'est passé au sein d'une famille et on ne pouvait pas dévoiler le secret. Et sous Félix-Antoine Tshisekedi, il y a un boulevard dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi vous sentez qu'il y a... Les gens sont de gauche et de droite. Mais cela n'entache pas l'image du chef de l'État. Si, je dis ça entache. Parce qu'à chaque fois qu'on fait qu'il y a dénoncé des cas de corruption. Si, ça entache, mais le peuple congolais a des yeux. Il voit son président et il voit ses accompagnateurs. Je suis un adepte de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance qui prévaut de gérer au regard des lois, de gérer en étant dans la configuration normative. Lorsque une personne dépasse cette configuration, il doit être sanctionné par la loi. Ici, nous interpellons les autorités de la République. Nous interpellons les instances spécifiques de pouvoir faire leur travail, de pouvoir sanctionner toutes les personnes qui dilapident l'argent de l'État, et nous continuons toujours à supporter les efforts de l'Inspection générale des finances. Et puis pour terminer, je vais saluer un monsieur qui est adepte aussi, fan de votre émission, monsieur Redi Lupini, qui était à Pointe-Noire. Maintenant, il est ici à Kinshasa. Je suis en train de les saluer et merci pour votre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons eu le plaisir de recevoir monsieur Joe Mayele, qui est communicateur de l'Union sacrée de la Nation. Vous l'avez écouté, il a donné son avis, ses opinions sur les cas de la corruption qui ne cesse d'égangréner notre société. Je vous donne rendez-vous pour le mercredi et bonne suite de programme. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.